Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du 16 mai 2014, encore remplie de sujets. On va se lancer tout de suite. On va commencer par les nouvelles un petit peu moins plaisantes, ou en tout cas qui font rapport à des événements un peu moins plaisants. Il y a eu des développements dans le dossier du lac Mégantic. 3 arrestations. 3, c'est ça, hein? Il y a 3 arrestations. Des gens qui ont été subséquemment relâchés, mais qui vont avoir à comparaître éventuellement. Est-ce que tu es un peu au courant des chefs d'accusation? Parce que j'avoue que j'ai moins suivi ce côté-là. En gros, c'est criminel. Négligence criminelle ayant voilà, causé la mort. C'est 47 chefs d'accusation qui reflètent les 47 victimes. Rendu là, je trouve ça un petit peu... Mais il y a eu il y a eu un appel au meurtre quasiment des métallos qui étaient vraiment en colère. C'est ce que j'allais dire, en fait. Le syndicat des métallos qui rejettent les accusations vers le patronat et la classe marchande en haut d'elle. Les bourgeois. Les bourgeois. Les bourgeois capitalistes Les contre bourgeois. les prolétaires. Et en même temps, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, en fait, ils ont très raison. Mais le combat qu'ils veulent mettre par rapport à tout ça, c'est pas vraiment devant ces tribunaux-là que ça va se faire. Mais ils relèvent quand même des points tristes que ces gens-là qui ont été accusés sont somme toute victimes de législation fédérale laxiste. S'il y avait eu des législations fédérales plus strictes, cet accident-là serait probablement pas arrivé et ils ne seraient pas accusés présentement. Ces gens-là ont adonné qu'ils étaient les gens en service le soir où ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Où ça l'a explosé, au sens figuré et littéral, où les failles qui étaient dans la réglementation et la surveillance qui était faite des compagnies ferroviaires ont explosé au grand jour. Ont culminé. Pour donner ça. Et ces 3 personnes-là étaient présentes là. Et ils vont être accusés. Peut-être qu'ils vont... Et là, il faut dire que là, on parle un petit peu à travers tout le monde, à travers notre chapeau, parce que la SQ a fait une enquête, ils ont peut-être des informations, ils ont sûrement des informations que l'on ne sait pas. Et je dois avouer que j'embarque un petit peu dans le narratif des métallos de dire... Il ne faut pas que ça soit la fin là, de ça. Il ne faut pas que la leçon de lac Mégantic, ça soit qu'on enferme 3 personnes. Là. Non, mais ça me fait... En fait, je fais un parallèle assez large, mais quand même un peu avec ce qui se passe à la commission Charbonneau. Ça, on fera un lien tantôt parce qu'on va en reparler. Mais quelque part, ça revient à ce qu'on disait. La commission Charbonneau, mon but, c'est pas un désir de vengeance que les gens qui ont contribué à ce système-là, ou des fois les gens qui étaient pris dans un système, soit punis individuellement. Le but, en tout cas que je pense qu'on devrait tous rechercher dans ça, c'est que le système s'améliore, on mette en place des mesures qui permettent que ça ne se reproduise pas. Je pense, et j'ose espérer, que ce qu'on va retenir d'une tragédie comme celle de lac Mégantic est bien plus dans cette lignée-là, c'est-à-dire, oui, il y a sûrement des individus qui ont à payer ou qui ont à répondre de leurs actes d'une façon ou d'une autre. Mais le bien plus important, c'est qu'on se souvienne de ce qui a causé cet événement-là en termes de système, puis qu'on l'améliore pour pas que ça arrive. Je veux dire, ça pose cette question-là d'un besoin d'identifier des coupables, mais des fois, il faut pas que ça se fasse au détriment, comme tu disais, il faut pas que ça finisse là, au détriment de l'amélioration des conditions pour le futur. Tu sais, l'accident, là, c'est hyper triste, c'est tragique comme accident, on a tous suivi ça pour ceux qui n'étaient pas directement impliqués là-dedans, sauf que c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Mettre des gens en prison pour ça, c'est correct. S'il y a des actes criminels, comme tu dis, si la SQ a des informations, si ces 3 gars-là avaient un jeu de genre on laisse le train sans surveillance puis on trouve ça drôle, tu sais, ok. C'est combien de temps on peut laisser le train sans surveillance avant qu'on se fasse pogner puis il était rendu à 48 heures. C'est probablement pas ce qui est arrivé. On imagine que c'est pas ça. Mais il y a quand même du vrai dans le sens que les responsabilités au niveau corporatif sont très diluées plus haut qu'on monte dans ces sphères-là. C'est très rare qu'on va aller chercher ces gens-là en haut, même s'ils ont sciemment abusé de systèmes laxistes, même s'ils ont volontairement tourné les coins. Parce que légalement, dans la structure de notre système pénal, c'est extrêmement difficile de prouver une négligence criminelle. En fait, c'est déjà très difficile de prouver une négligence criminelle quand tu as les deux mains dans les faits ou les deux mains dans la situation
Et c'est encore plus difficile de dire ça quand c'est une compagnie du Maine qui a jamais mis le pied à Lac-Mégantic, là. Donc, je comprends que les gens sont frustrés et c'est vraiment triste de voir ça aller. C'est le genre de cas qu'on dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou c'est juste triste d'ajouter plus de tristesse des fois, t'sais? Est-ce que, ultimement, dépendamment des informations qui seront au jour, est-ce qu'on vient pas d'ajouter 3 victimes Ouais, tu sais, à la tragédie de Lac-Mégantic? Ces personnes-là, en fait, même s'ils vont pas en prison, même s'ils payent pas une scène de leur poche, ont dans la tête et sur le cœur d'avoir détruit un village, puis tué 47 personnes et détruit autant de familles. Là. Y a pas c'est la pire punition qu'on peut avoir. Là. c'est un peu comme aussi une autre tragédie de moindre envergure, mais surtout moins spectaculaire, c'est le feu, l'incendie à l'île Verte. Tu sais, dans les suites, quand ça a commencé, d'ailleurs, on n'a toujours pas encore les conclusions des enquêtes par rapport à ça. Les gens disaient, est-ce qu'il y a eu négligence? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui auraient dû être prises? Puis tu sais, il y avait des gens sur place qui disaient, le propriétaire de l'édifice, il est ici, avec les gens, là, puis il est dévasté. Là. Je veux dire, même si un jour tu te rends compte, tu t'en vas chercher dans sa correspondance d'il y a 5 ans, puis tu vois une lettre où il a tourné un mini coin rond, puis que tu es capable de faire une chaîne de causalité jusqu'à l'incendie, ok, c'est correct. Mais pensez-vous pas que cette personne-là a pas déjà appris de toute façon qu'il n'y aurait pas dû... Il y a rien que tu peux faire, là. C'est le genre de Il leçon. le sait. C'est le genre de leçon qu'on a quand on évalue les accidents d'avion, hein, parce que les accidents d'avion, c'est presque jamais une chose. C'est 8 choses qui s'alignent cette journée-là qui fait qu'il y a un accident. Fait que même s'il y a eu un morceau de négligence, c'est extrêmement injuste et très hors contexte d'accuser souvent quelqu'un pour un morceau de négligence pendant 5 minutes qui a des conséquences dramatiques au bout de la ligne. C'est l'effet papillon des fois, là. Exact. Des fois, à un moment donné, tu accumules un fardeau de preuves, une espèce de point. T'arrives à un point critique où tu te dis, bon, là, il y a plus de 50% de l'accident qui est causé par une seule personne ou deux personnes agissant de concert. OK, dans ce cas-là, tu commences à avoir une base pour aller, sur le plan plus individuel, faire répondre de ses actes. Mais comme tu dis, un accident comme ça, c'est plein de facteurs. Ça implique énormément d'éléments. C'est pas une personne dans sa voiture une journée, là. C'est un train, c'est un système de législation, c'est un changement de chiffre, c'est qu'est-ce que les autres gars ont fait avant, c'est qu'est-ce que les mécaniciens ont fait avant. Tu sais, pourquoi ces freins-là n'ont pas marché, là? C'est probablement pas la faute de ces conducteurs-là. Là, c'est quoi? Il faut accuser tout le monde qui a travaillé dans le shop. Les fabricants de freins. Tu sais, à un moment donné, ça devient un peu ridicule d'essayer d'aller mettre des faces sur des tragédies comme ça. Là, En fait, comme je dis, moi, les meilleures nouvelles dans ce dossier-là que je recevais, c'est lorsqu'on parlait de changement à la législation, aux réglementations. C'est bien plus ça qui doit ressortir. Comme je dis, si jamais ça sort comme preuve que vraiment, il y a eu... plus que négligence, il y a eu une volonté, ça m'étonnerait énormément, mais quand même, OK. Mais sinon, laissons justice faire son cours, mais ne focusons pas sur cet aspect revanchard un peu, et focusons surtout sur l'amélioration du système pour éviter que ça se reproduise. Puis, par plus de mesures que ce qui est annoncé présentement, là, c'est bien beau, là, le remplacement des camions citernes, c'est bien, mais ça suppose qu'il y a déjà un train qui a déraillé, là. Il faudrait éviter ça. Cette notion-là, c'est ça qui me fascine, c'est que cette notion-là qu'il y a encore aujourd'hui des trains qui déraillent et que c'est, pour des raisons culturelles et peut-être historiques, c'est pas si un big deal que ça me fascine. Mais dans le fond, c'est correct, ce qu'on appelle c'est la redundancy en anglais. C'est-à-dire que c'est correct d'assumer que ça se peut que tu puisses pas tout prévoir puis qu'il y a un train qui déraillera. Et dans ce cas-là, les wagons seront assez résistants pour pas exploser. Mais il faudrait quand même travailler davantage au niveau de pas que les trains déraillent. Oui. Ça me semblerait... d'ailleurs, pour toutes sortes de raisons. Parce que les trains de pétrole ou de matière inflammable, c'est une chose. Mais on peut parler de trains qui transportent quoi que ce soit d'autre. C'est jamais bon, un train qui déraille. C'est jamais bon. C'est jamais... Tu sais, le meilleur cas, c'est que ça déraille dans un champ puis il est rempli de grains. Là. Dans la plaine. Mais tous les autres cas, c'est somme toute, ça peut être quand même catastrophique. Un petit peu dans la même lignée d'accidents industriels de genre de blâme qui a été porté, il y a eu, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça, dans le coin de Sherbrooke, il y a eu une business qui a explosé. Ça s'appelait Neptune. Et je crois qu'ils travaillaient, dans mon souvenir, avec des algues et ils utilisaient une quantité importante d'acétone. Et rapidement, quand j'avais entendu un petit peu le contexte de cette histoire-là, de la manière qu'ils utilisaient l'acétone et dans le fond, que cette quantité-là d'acétone ait pu exploser, je trouvais qu'il y avait déjà quelque chose d'un petit peu
fishy. Louche. Il y avait quelque chose de louche, il y avait quelque chose de... Ça sonnait un petit peu la négligence au niveau de la manipulation des produits chimiques. Et la CSST est arrivée avec le ban hammer sur cette compagnie-là en démontrant, dans le fond, des failles majeures dans l'utilisation de ce solvant-là. Et dans le fond, je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment des choses vraiment évitables, là. Surtout quand on parle de quantité de produits chimiques qui étaient emmagasinés là, c'était vraiment... il y a eu probablement une grosse erreur d'éducation par rapport à tout ça. Et j'espère qu'on va rectifier la situation, que ce genre de choses-là va pas arriver. C'est le même cas avec le lac mégantic, là. Ultimement, tu sais, il y a du monde qui meurt, mais il faut... Ce que je veux dire, c'est que ce qui est commun dans toutes ces situations-là, c'est pas les individus, c'est le système en place. Le système en place, il est partout. C'est ça qui a le plus d'impact quand tu le changes, là. C'est pas accuser 2-3 personnes, les mettre en prison, puis dire, voilà, les mauvaises personnes sont en dehors, il reste juste des bonnes personnes dedans. On est en gang, on est ensemble. C'est ça. On va faire des bonnes choses. C'est... Justement, parlant de système, on va faire la transition avec notre prochain sujet qui est la suite de la commission Charbonneau qui recommence. Son cruising speed recommence. Ouais. Après les élections, ça prend un certain temps, c'était plate à mort. Et là, tranquillement, on commence à voir que, par exemple, il va y avoir des grosses pointures qui vont s'y présenter. Notamment Julie Boulay. Julie Boulay et sa coupe de cheveux. Ce qui nous amène à la question, on s'était surpris, on s'était étonné de ne pas la voir dans le Conseil des ministres lors de la nomination de celui-ci par Philippe Couillard. Et on disait entre autres qu'elle avait fait un petit peu la baboune. Alors, est-ce que ça voudrait dire que peut-être que Philippe Couillard s'attendait à ce qu'il y ait ce genre... Probablement pas directement qu'il savait qu'il y avait des choses louches, mais il s'attendait peut-être à ce que ça commence à creuser du côté de Julie Boulay, du côté du pavage dans son comté. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'on est en train de voir comment Philippe Couillard a l'intention de dealer avec le passé Jean Charestiste de son parti. Peut-être qu'il va prendre la technique de mettre une ficelle autour d'une protubérance et de couper le sang jusqu'à ce qu'elle tombe à terre. Genre, par elle-même pour ce genre de situation-là. Et il y avait d'autres affaires qui ont sorti un petit peu dans la commission Charbonneau que je trouvais intéressant et j'espère que le focus va aller un peu continuer dans ce sens-là. C'est tout ce qui a rapport à l'ingénierie, mais à l'association professionnelle des ingénieurs. Il y a un ingénieur qui a carrément accusé l'ordre professionnel des ingénieurs, le syndic de l'ordre professionnel, d'avoir été laxiste et de ne pas avoir écouté ces avertissements de dire... En fait, elle est arrivée, elle a dit « Je travaille avec un ingénieur qui fait de la magouille. Il manipule des chiffres, il reçoit des pots de vin et il trafique des commandes, tout ça, pour avoir plus d'argent et faire augmenter le prix des travaux. » Et le syndic a rien fait. A juste carrément dit, elle dit, ben là, si t'as pas des preuves hyper méga solides, béton, là, nous on fera rien. Mais là, rendu là, il sert à quoi, là, le syndic, là? Si un ingénieur dénonce un ingénieur et ça fait rien, il sert à quoi, le syndic, là? En fait, c'est si le fardeau de la preuve est du côté de la personne qui, toute seule dans son bureau, essaie de mettre la lumière sur une situation qui dépasse clairement la tête même de la personne qu'elle accuse, on a un problème. Parce que généralement, il y a des organisations qui sont supposées de venir en soutien à ces personnes-là. On n'est pas tous des Alain Gravel, là. Non, c'est ça, exactement. Et dans cette pyramide-là, ce qui se trouvait en haut, c'était toujours des ingénieurs. Et je trouve que les ingénieurs, ils l'ont eu facile, et surtout l'ordre professionnel des ingénieurs, ils l'ont eu facile jusqu'à récemment par rapport à toute cette situation-là. On a beaucoup chialé sur la mafia, sur les entrepreneurs. Et d'ailleurs, récemment, à une assemblée de l'ordre professionnel des ingénieurs, il y a des ingénieurs qui se sont levés, qui ont dénoncé ce qui s'est passé, là. Et malheureusement, je pense que ça va venir au jour que les gens en haut de ça ont grassement profité de ce genre de choses-là et qu'ils ont facilité ce système-là, pas nécessairement de manière volontaire, mais clairement par négligence ou plutôt aveuglement volontaire. De la belle passivité. De la passivité grasse. De la passivité complice. Et j'espère que ça ne sera pas sans conséquences pour ces individus-là et surtout ce système-là en place. C'est ça, on en revient à ce qu'on disait. L'important surtout, c'est que ça ne soit pas sans conséquences pour le système. Il faut que ça crée une réflexion qui remette en question la façon dont on fonctionne et qui place les gens
qui ont vu que ça a été une situation qui aurait été évitable, qui placent ces gens-là à la tête de ces organisations-là pour être sûr que, dans la mesure du possible, parce qu'on n'est jamais certain de rien, entre toi et moi, là, dans la mesure du possible, on soit capable d'éviter que ça se reproduise. Ou moi, je me contenterais qu'il y ait un autre système qui émerge. Ben oui, ça me dérange pas. Le vide, ça n'existera pas. Mais au moins, excuse-moi l'expression, on ne sera pas crossé 2 fois par la même affaire. Ouais. Au moins. Mais on apprendrait comme société. Peut-être. Est-ce qu'on va voir un avant et un après par rapport à notre système au Québec? Est-ce que c'est pas justement l'occasion de créer le meilleur système de gestion des travaux au monde? Tu sais, prendre cette occasion-là pour faire quelque chose d'intéressant. De nouveau, en fait, surtout. Parce que c'est un peu... on peut essayer de le faire mieux. De là à dire qu'on est capable, je dis pas qu'on n'est pas capable, mais qu'on va nécessairement faire le meilleur système au monde, c'est un peu ambitieux. Mais en même temps, on a l'occasion de le faire. C'est clairement, ça. on fait table rase, en fait. C'est ça. C'est ça. La notion de table rase, c'est ça, c'est que notre système au Québec a toujours été comme un peu émergé de ce qui a toujours existé, puis que ça se collait ensemble avec les morceaux disponibles, avec une colle disponible dans le moment. Est-ce que c'est pas le temps, justement, de faire table rase et de dire, admettons qu'on n'en aurait pas de système au Québec. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les travaux se fassent, qu'on paye le juste prix, puis qu'il n'y ait pas de corruption? C'est quoi qu'il faut faire, là? Parce que là, si on prend pas cette occasion-là pour faire ça, on attend quoi, là? Ouais, c'est une bonne question. Si on se met cette question-là dans ce sens-là. C'est certain que ça va être long avant qu'on voit l'influence de la commission Charbonneau. J'ai l'impression que le rôle que cette commission-là va jouer dans l'histoire du Québec et dans l'histoire de la façon dont le Québec gère ses travaux et ses contrats de travaux, ça va être une question justement à saveur davantage historique. C'est-à-dire que c'est dans 10-15 ans, même plus, qu'on va revenir en arrière, on va regarder par exemple des données comme le coût des travaux, le coût moyen des travaux, la qualité des travaux, la longueur, la durée des travaux, sur une période de 30 ans, avec 15 ans avant, 15 ans après la commission. Et là, on sera peut-être à même de dégager des résultats. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, c'est sûr, j'aimerais mieux qu'on arrête de payer dans le beurre pour nos produits, nos projets. Mais en même temps, c'est difficile à évaluer quand on est dedans. Le meilleur but qu'on peut se donner, c'est surtout d'éliminer un système et d'essayer d'en mettre un à la place, vu qu'il ne faut pas laisser un vide. Faut pas mettre du vide. Faut pas laisser un vide. D'en mettre un autre à la place sur lequel, au minimum, on a un peu de contrôle. Honnêtement, moi, j'aimerais ça qu'on contrôle la corruption. La corruption, au pire, ça va toujours arriver dans une forme insidieuse ou une forme avouée. Parce que ça va toujours exister. La corruption, c'est comme une espèce de... C'est un spectre. Hein? Il n'y a pas une ligne que ça passe de ami de business à corruption. Là. C'est ça. C'est quoi la différence? Si la seule différence entre je donne un contrat à mon ami, puis je donne un contrat à mon ami qui m'a donné de l'argent, si la seule différence pour faire un comportement, entre guillemets, légal versus illégal, c'est qu'il m'a donné de l'argent pour, c'est quand même une forme de corruption si tu favorises ton ami juste parce que c'est ton ami d'enfance. Ouais, mais c'est correct, ça fait fonctionner le système. Oui, c'est ça. Et on a un peu ça on voit ça dans les cas de grosses constructions majeures, comme semblerait que les constructions pour les Jeux olympiques de Rio, ça soit très, très en retard. Et c'est un beau dossier dont on pourrait parler d'ailleurs dans les prochaines semaines. Pour entendre des gens du Brésil, en gros, ils disaient, tu sais, c'est en retard parce que c'est un peu ça le plan. C'est qu'à un moment donné, ça va être tellement en retard qu'ils vont être pressés, puis ils vont donner des contrats un peu de manière chaotique à des amis du pouvoir, et tout le monde attend d'être plus payé pour commencer à faire les travaux. En gros, tu sais, quand on dit un pays en développement, mais un pays en développement, c'est aussi des gens qui en profitent. Puis au Québec, on a vécu ça, puis on continue à le vivre. Quand on a installé les Jeux de 67, on n'avait jamais vraiment fait ce genre de projet-là avant, et il y a des gens qui se sont graissés la patte, là. Quand tu fais du développement et que tu n'as pas nécessairement les bons systèmes en place, mais même quand tu as les bons systèmes en place... Il y a toujours du monde qui se graisse la patte. C'est ça, la corruption est tellement... Les amis d'amis sont tellement bien installés que même si c'est un système, il n'y a rien qui va arriver si tu n'embarques pas dans le game. Et là, mais au Québec, on n'est plus là. Au Québec, on est rendu un peu passé ça. Là. On est capable d'installer un vrai système sans qu'on soit dépendant de cette corruption-là. Si ce gars-là, il veut pas faire la job pour les grues, ben il y en a une autre compagnie qui va être contente d'avoir le contrat. Fait qu'on n'est pas pogné, on n'est pas prisonnier de ce système-là. On a des options. Fait qu'il faut les prendre. Ça. Exactement. Espérons que la commission, comme on répète ces messages-là depuis plusieurs fois, espérons juste que la commission Charbonneau sera à la hauteur sur le plan des résultats du rôle historique qu'elle pourrait jouer dans la construction d'un nouveau système dans le domaine de la construction, et espérons qu'elle fera des petits et qu'on se penchera sur, entre autres, un autre domaine qui
pour lequel il y a plein d'allégations qui commencent à sortir et qui commencent à supposer qu'il y aurait peut-être des raisons de se pencher là-dessus, c'est-à-dire la gestion des dossiers informatiques au gouvernement. Je pense qu'on aurait beaucoup à creuser de ce côté-là aussi au niveau de l'inflation des contrats, des prix, et on pourrait aller récupérer bien de l'argent aussi, parce que ça aussi, ça représente des bons montants. C'est pas nécessairement la même chose que dans la construction, mais quand même... On s'approche, là. Bon, hey, on va traverser la frontière. On s'en allait du côté de ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Non, je parlais pas de la frontière Québec-Ontario, je parlais de la frontière Canada-États-Unis. Deux petites nouvelles rapides. En fait, d'abord, on va continuer avec le dossier Donald Sterling qui a continué à faire jaser. Il a essentiellement fait une anti-excuse à la télévision. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait une entrevue dans laquelle il était censé s'excuser. Et il a renchéri essentiellement sur les propos qu'il avait tenus, ou presque. Donc, malheureusement, il continue à s'isoler, du moins au niveau de l'opinion publique. Je réitère ce que je te disais, la question de l'obliger à vendre son équipe, c'est beaucoup plus touché que ce que bien des gens pensent. Oh, oui. Ça commence tranquillement à sortir les difficultés, les embûches par rapport à ça. Mais malheureusement, il y avait une dernière, à mon avis, une dernière occasion de plaider sa cause et de rétablir un peu son image. Et pour un euphémisme, c'est qu'il ne l'a pas saisi. Dans le milieu de l'entrevue, c'est comme s'il avait oublié où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il était en train de faire. Il a juste commencé à rambler, là, tu sais. Et moi, le sujet que je voulais un peu plus parler de ça, c'était notre relation avec la vieillesse. Dans toutes ces dimensions, ça, d'ailleurs. Peut-être que vous ne l'avez peut-être pas vu venir, mais on a eu des cas récemment aussi au Québec de personnes qui commencent à être très âgées et qui commencent à un petit peu régresser. Et là, je veux juste faire une nuance. On ne parle pas nécessairement... Non, oui, mais c'est pas juste ça. On ne parle pas nécessairement de régresser au niveau des idées. C'est-à-dire que moi, je respecte, même si je ne suis pas raciste, puis ça, je respecte qu'il a pensé ça toute sa vie, Donald Sterling. Oui, c'est pas nouveau. On peut pas penser qu'il va changer à l'âge qu'il a. Mais on parle de régresser au niveau de la façon de s'exprimer, de tenir un discours qui est cohérent, ce qui vient entamer énormément la légitimité de ce qu'ils vont dire par après, même s'ils le pensent fermement et qu'ils avaient même peut-être des fois l'intention, puisque je pense que tu devais faire référence, entre autres, à la sortie de Jeannette Bertrand pendant la campagne électorale. Elle avait un point qu'elle aurait pu défendre. Sauf que malheureusement, le contenant commençait à être trop détérioré, que le contenu, il se perd un petit peu. Et un autre cas, pas nécessairement dans la même catégorie, mais M. Chartrand, à la fin de sa vie, il était très incohérent. Des fois, on l'affichait en public et j'avais un gros malaise à l'inviter. Je trouvais, là, vous allez inviter M. Chartrand pour qu'il aille sur scène, qu'on se rende compte qu'il n'est plus trop là. Vous trouvez pas ça mean? Vous trouvez pas ça... Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le simple fait qu'il soit là, même si ça va se faire au détriment de potentiellement son héritage historique, parce que les gens vont avoir une image différente de lui, va vraiment faire avancer votre cause? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ça. Et j'invite, dans le fond, les gens à être... J'invite carrément les gens à excuser ces situations-là. Et ça ne pardonne pas ce qu'il a fait dans le passé. Et ça ne change pas le fait qu'il devrait vendre. Ça ne change pas le fait qu'il n'aurait jamais dû avoir une franchise de la NBA. Là. C'est pas ça que je dis. Mais si c'était arrivé en 92, il y aurait probablement eu une meilleure gestion de tout ça. Et malheureusement, moi je trouve ça triste que cette personne-là, dans le fond, se ridiculise sur la National Television. Je veux dire, oui, il y a eu des positions qui méritent peut-être qu'on le bâche, tout ça, mais tu sais, la vengeance puis rire du monde, ça fait pas avancer grand-chose. Mais ça fait des codes d'écoute, par contre. Ça fait des codes d'écoute. Puis malheureusement, il est comme rentré un petit peu dans cette game-là. C'est ça, dans cette game-là, dans ce déchireur-là d'opinion publique. Et on dirait qu'il s'en rend un peu pas trop compte. Et j'aimerais que quelqu'un arrive juste dans son dos et dise, garde, c'est correct, Donald. Ça va aller. Mais en même temps, tu vois, je fais du millage sur ta question de la vieillesse, mais il n'y a pas juste une question aussi des conséquences biologique que la vieillesse peut avoir sur justement la capacité d'une personne à avoir un message cohérent puis avoir un message qui est encore d'actualité puis qui est bien exprimé, tu sais. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a beaucoup des changements dans la société qu'on prend pour acquis, les nouvelles générations. Puis je dis pas nécessairement les jeunes, parce que ça implique aussi les gens qui ont 40, 50, même 60 ans en fait. Puis il y a une part de ce changement d'attitude qui ne va se faire complètement, et c'est plate à dire, que lorsque les gens qui ont eu ces idées-là étant jeunes vont décéder. Ils ne changeront pas d'idée. Donald Sterling,
si son racisme est aussi prononcé que ses propos semblent le suggérer, fait partie d'une vieille génération. Dans son temps, quand il était jeune, il n'était pas tout seul à penser ça. Quand les lois sudistes étaient en grosse force, il y avait 20 ans. Là. Il avait connu ça. Là. C'est ça. Et ça vaut pour l'acceptation de l'homosexualité, ça vaut Même pour chose. la question du racisme, ça vaut pour plein de questions pour lesquelles il y a un gros travail qui est fait pour changer les mentalités des gens, mais il y a aussi un beau gros travail de patience pour dealer avec les gens qui ne changeront jamais d'idée et juste attendre qu'il n'ait plus d'influence dans la société Puis ce qui et est, qu'il décède éventuellement. Puis quand on pousse cette idée-là, c'est qu'il faut se rendre compte que, tu sais, toi puis moi, on va être aussi dans cette position-là. Un jour. Il va falloir que toi puis moi, maintenant, on réalise que nous sommes un blocage à tel changement et on va argumenter que, dans le fond, c'est nous qui avons raison et que les jeunes ont tort et tout ça. Il faut faire attention à pas mettre trop de focus sur cette dynamique-là générationnelle non plus. Non, mais il faut la comprendre faut pour la l'accepter. comprendre. Il faut travailler around, des fois, et pas nécessairement contre. Parce que quand on va contre, c'est pas nécessairement productif. Tu sais. Non plus. Autre sujet du côté des États-Unis, De c'était l'acceptation. de l'acceptation, voilà, et on fait des liens, des transitions assez awesome aujourd'hui. Le repêchage de la NFL, Michael Sam, premier joueur ouvertement homosexuel Faut à dire être ça repêché. ouvertement, parce que oui. Dieu sait qu'il n'est pas le premier. Et c'est ça qu'il faut rentrer dans la tête des gens. Hein. Tu sais, c'est pas vrai qu'il est le premier homme gay qui joue dans la NFL. La seule différence, c'est qu'il dit. En fait, même ce qui était particulier, c'est qu'il a pris la chance, il a pris le risque de le dire avant d'être repêché. Ouais. C'est ça un peu, parce que honnêtement, ça aurait été une dynamique complètement différente, bien que aussi bonne pour l'avancement des droits des homosexuels, s'il avait attendu d'être repêché, puis que sur le podium, avec son nouveau chandail de l'équipe qui l'a repêché, il avait dit « Ah oui, by the way, je suis gay ». Ça aurait été très différent parce qu'on n'aurait pas pu mesurer l'impact que cette annonce-là a sur son repêchage. Et c'est ce que tout le monde a fait pendant le draft, en fait. Ouais. Ils ont attendu de voir quand Michael Sam allait être repêché. C'était ça la grosse histoire. Là. Il y avait un compteur sur la face de Michael Sam. C'est comme quand est-ce qu'il va être repêché. Puis est-ce qu'on peut, genre, s'accrocher à ça pour faire des reproches à l'équipe parce qu'ils ont attendu trop longtemps ou tout ça? Finalement, comme tu me le mentionnais tout à l'heure, il n'avait pas eu une excellente performance dans le NFL Combine, c'est-à-dire les tests physiques et les entrevues avec les joueurs. Et donc, beaucoup d'experts s'entendent pas mal pour dire qu'il a été pas mal repêché où il devait être. Peut-être un peu plus bas, mais ça serait vraiment chercher des poux que de vouloir prouver l'homophobie de la NFL par le rang du repêchage de Michael Sam. Il n'y a pas vraiment de solid ground à commencer à juger ça à cause de sa performance au combine qui était vraiment décevante, à cause de sa structure physique. Et si on regarde l'histoire du repêchage, tout ça, ça fit, disons, dans le cadre. Nate Silver, qui est un analyste statistique célèbre, lui avait dit « Moi, je mets 50% de chance qu'il ne sera pas repêché. » Lui, c'était un flip a coin, là. Ça, par contre, ça aurait été plus difficile au niveau du PR pour la NFL. Oui, mais... Parce que ça aurait été difficile de sortir publiquement puis de dire « On n'a pas repêché le premier joueur ouvertement homosexuel à s'être déclaré puis à être moindrement compétitif parce qu'il l'était pas assez. » Au niveau des relations publiques, ça aurait été vraiment difficile. Il a été repêché par les Rams de Saint-Louis, je crois. Ouais. Et il semblerait qu'il y a quand même un pas pire environnement là-bas. Et espérant qu'il va être capable de développer, dans le fond, son talent et ses capacités physiques pour peut-être faire quelque chose. Mais il y a une chance non nulle qu'il ne joue jamais dans la NFL. Elle est non nulle, mais en même temps, si on revient encore sur l'idée des relations publiques, le chandail de Michael Sam est le deuxième best-seller des nouvelles recrues, probablement après Johnny Manziel, Johnny Football. Je sais pas, là, j'ai juste vu que Michael Sam, c'était le deuxième meilleur vendeur. Donc, quelque part, honnêtement, l'équipe aurait avantage à ne le faire jouer ne serait-ce qu'une coupe de game dans une saison, juste pour l'attrait que ça représenterait au niveau et de la foule de Saint-Louis, mais au niveau de l'attention médiatique nationale sur cette équipe-là, sur cette game-là. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait quand on parlait de ce cas-là il y a longtemps, de dire que sa carrière à cet individu-là, ça devient plus que du football. Ce gars-là est, en fait, justement, en déclarant son homosexualité dès le départ, il porte un fardeau. Il porte en lui la mission d'acceptation de l'homosexualité dans la NFL, mais aussi dans la société américaine de manière générale. Mais c'est ça, et espérons qu'il sera le seul
à porter ce fardeau-là, dans la mesure où il sera le seul dont la carrière ne sera définie que par ça, parce que comme il aura été le premier, les suivants pourront avoir la sainte paix. Peut-être. C'est un peu En tout cas, ça. un semblant de sainte Un paix. semblant de sainte paix. Un semblant de normalité. Exactement. Hey, on approche de la fin, mais j'avais 2 petits sujets. Écoute, des fois, il faut que je mette mon chapeau d'historien, vu que c'est ma job. Il y a 2 petites nouvelles intéressantes qui sont sorties dans le domaine de l'actualité historique. La première, c'est qu'il y aurait pas des pêcheurs, des plongeurs qui auraient potentiellement retrouvé l'épave de l'un des 3 bateaux de Christophe Colomb, le Santa Maria. Ouais. Qui n'avait pas été retrouvé depuis 500 ans. Parce que si c'est vrai, puis comment ils vont prouver ça, c'est une autre chose. Mais si c'est vrai, c'est as big as a deal as it gets. C'est une très grosse nouvelle. Maintenant, soyons francs. Là. Une fois que tu as trouvé le bateau, Ça change rien. ça change quoi, véritablement? Ce qui pourrait être une grosse nouvelle, c'est peut-être qu'on pourrait confirmer des choses au niveau de où se retrouve le bateau en termes de son emplacement. Ça pourrait peut-être préciser où le dernier voyage, par où le voyage est passé, où il s'est terminé. Peut-être qu'on va trouver des artefacts dans ce bateau-là. Ouais, mais 500 ans sous la mer, à moins qu'ils ont été eux-mêmes protégés quelque part dans le bateau, ça m'étonnerait qu'on trouve des papiers. Non, des papiers, oui, en ça. état de- Mais c'est surprenant quand même l'état de conservation que certaines choses peuvent avoir dans le fond de l'océan. C'est un environnement, en fait, de conservation pas idéal, mais pas loin pour certains objets. Notamment le bois. On pourrait trouver des affaires assez intéressantes parce que, dépendamment de la profondeur, ça se conserve assez bien. Ça, c'est une nouvelle d'envergure internationale, mais il y a une autre nouvelle qui concerne la Ville de Québec. Le Musée de la Civilisation a annoncé qu'à moins d'accrochage dans les dernières négociations qui se terminent, ils vont exposer le traité de Paris de 1763, celui qui a cédé la Nouvelle-France à l'Angleterre après la guerre de la conquête, qui n'est jamais sorti des archives du ministère des Affaires étrangères françaises depuis 1763. Ah ouais. Ce serait la première fois qu'il sortirait, et il sortirait pour venir à Québec, au Musée de la Civilisation. Ça va être visitable de façon un peu privilégiée. Là. Ça ne sera pas beaucoup de monde qui vont pouvoir aller le voir. Parce que ça va être avec une espèce de grosse visite guidée, puis une explication, ça va durer comme 1h30. Là. Mais c'est une grosse nouvelle sur le plan historique, parce que c'est très significatif comme document. Pas besoin de faire un dessin. Là, je veux dire, Ouais. depuis ce temps-là, le Canada est anglais. C'est assez évident. Donc, ce sera à surveiller. Ce serait en septembre, probablement, la fin septembre 2014. Donc, si ça se concrétise, il reste des questions, probablement une grosse question d'assurance à régler, puis surtout de sécurité dans le transport. Là. Comment tu fais pour transporter ça? Parce que c'est touché. Je veux dire, le ministère des Affaires étrangères, je veux dire, en France... des papiers du 18e, mais c'est encore top secret, là, un peu. T'sais. Fait que, alors, voilà, petite nouvelle historique. Et donc, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Alors, sur ce, ne nous reste qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs Bonne semaine.